Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho avec, comme chaque semaine, Bernard Maris. Bonjour, on est un peu décalé aujourd'hui, 15h10 au lieu de midi 10, mais ça sera toujours rediffusé aux mêmes heures. Bernard, bien sûr, membre du Conseil de la Banque de France, également chroniqueur sur France Inter. Philippe Manière, président de Footprint Consultant, chroniqueur à France Culture et bien sûr à l'Express. Avec cette semaine, vous parlez des rigidités, les salaires, la rigidité des salaires en France, chômage et frustration sociale, les malheurs d'une France rigide. Et bien justement de cette rigidité et, ou pas, ou de la flexibilité, il en a été question lors des négociations sociales. Et après 3 mois de discussion, les partenaires sociaux ont signé un accord inespéré, il faut le dire, sur le marché du travail. Alors, il ne fait pas le plein des signatures, puisque seules 3 des 5 fédérations l'ont signé. Mais alors, quelles sont les avancées et les limites de cet accord? Est-il historique ou pas? La France s'engage-t-elle réellement vers la voie de la flex-sécurité? Quelques réactions, on se retrouve ensuite. C'est totalement un accord historique. En tout cas, il le sera quand il sera voté en l'état par le Parlement. Et quand en l'état, c'est-à-dire qu'il est tout à fait essentiel que le Sénat et l'Assemblée nationale respectent à la lettre le texte qui a été adopté. C'est un texte qui est ambitieux parce qu'il est équilibré entre un besoin d'adapter les conditions d'emploi aux difficultés économiques et en même temps de garantir plus de droits pour les salariés, notamment ceux qui sont en situation de précarité. On va pouvoir diminuer le nombre d'heures de travail, baissant le salaire proportionnellement pendant 2 ans, par exemple. On s'engage à revenir à d'autres conditions contre meilleure fortune, etc. Et ça permettra d'avoir la souplesse que d'autres pays européens ont quasiment tous et que nous n'avions pas jusqu'à présent. On a besoin de CDD pour justement, soit des intérimaires ou des CDD. Et donc à partir de là, c'est vrai que la taxation va nous compliquer encore, ça sera encore pour nous une charge supplémentaire. Philippe, historique ou pas? On ne sait pas trop comment, enfin moi je ne sais pas trop comment répondre. Historique au sens où c'est rare que le patronat et les syndicats s'entendent en France sur un sujet important avec de la substance, oui. Clairement, on n'avait pas vu un accord qui ressemble vaguement à ça depuis une vingtaine d'années, donc oui, c'est assez historique de ce point de vue-là. Historique sur le contenu, je serais quand même beaucoup plus réservé. Il y a des tas de choses qui vont dans le bon sens, je dirais des deux côtés. Par exemple, pour les salariés, on n'insiste pas assez, mais les droits rechargeables, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est incité maintenant à reprendre un emploi, et si jamais on ne le garde pas aussi longtemps qu'on pensait, on retrouve les droits à chômage qu'on avait avant. Enfin, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Ça, c'est le côté pour les sécurité. entreprises, voilà, pour les entreprises, il y a des choses très importantes, c'est que les plans de sauvegarde pour l'emploi seront plus faciles à gérer. Il y a une sécurité juridique qui est donnée, donc on va vraiment du bon côté. C'est flexibilité. Voilà. Ce que je déplore malgré tout, moi, c'est qu'on parle beaucoup, s'agissant des entreprises de grande taille qui sont dans la difficulté. Or, l'emploi, il ne viendra pas d'elle. On pourra certes sauver des emplois, mais l'emploi, il viendra, c'est sûr, c'est certain, c'est partout dans le monde et de toute éternité, des petites entreprises qui sont dynamiques. Mais là, et celles-ci sont très peu qui concernées. Représente les CGPME avait l'air oui, plutôt mais je pense satisfait. que Jean-François Roubaud, il dit à Metz, il a raison, ça va dans le sens qu'il souhaite, lui, c'est plus de flexibilité, mais je pense que les entreprises qui recrutent, celles qui peuvent faire la différence, elles ne sont pratiquement pas concernées par la partie qui concerne les entreprises. La partie qui concerne les entreprises, encore une fois, concerne principalement les grandes entreprises en difficulté, il faut s'en occuper. Enfin, l'essentiel de l'emploi, l'essentiel du salariat, il est dans des entreprises plus petites et dont on espère qu'elles n'auront pas de difficultés. Et pour eux, il n'y a pas grand-chose à gagner en termes de flexibilité. Pour faire simple, on recrute d'autant plus volontiers qu'on sait que ce sera facile de séparer de quelqu'un s'il y a un problème, lequel qu'il soit. Si vous n'êtes pas dans une grande entreprise en difficulté, sur ce sujet-là, rien n'a changé. Donc je pense qu'il y a malheureusement encore un effort à faire pour être révolutionnaire. Bernard. Alors moi, je ne bouderai pas mon plaisir, en tout cas moins que Philippe. Enfin, ça dépend de quel côté on se place aussi pour bouder son plaisir ou non. Je pense que le patronat a salué un accord en disant que la France était désormais au meilleur standard au niveau européen. Je pense que c'est vrai. Je pense que vraiment, ce qui manquait en France, c'était de pouvoir jouer sur la quantité de travail et sur la masse salariale. Désormais, c'est possible. On ne peut pas demander plus quand même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des négociations possibles qui vont faire que lorsqu'une entreprise est en difficulté, eh bien, elle va pouvoir diminuer soit le salaire, soit les heures, soit les deux. Soit les deux. Et ça, sur une durée de 2 ans maximum. Et si les salariés refusent, ils sont licenciés pour licenciement économique. C'est-à-dire que vraiment, ils n'ont plus la possibilité de refuser ce genre de choses. Et ça, pour vous, c'est historique. Ça, c'est une avancée. Écoutez, moi, je ne sais pas. C'est une avancée forte. La deuxième chose, c'est que les patrons français avaient la peur du juge.
que ce soit le juge du tribunal. Mais ça, c'est une vraie peur chez le patronat français. Le juge de droit commun. C'était la peur du juge. Et là aussi, il y a deux avancées remarquables, soit sur les licenciements individuels, soit sur les licenciements collectifs, qui font que la durée de prescription est beaucoup réduite, de 5 ans à 2 ans ou de 1 an à 3 mois, en ce qui concerne les licenciements individuels. Donc ça veut dire on raccourcit les procédures, on va plus se retrouver avec des procédures qui vont durer 5 ans. Désormais, je crois qu'un patron honnête ne peut plus dire « ça y est, j'ai la peur du juge qui va faire que désormais je n'oserai plus jamais licencier parce que devant moi j'ai quelqu'un qui pendant 5 ans va pouvoir remettre en cause ma décision ». En revanche, c'est vrai qu'il y a une avancée. Je pense que même, c'est peut-être le patronat qui est un petit peu gagnant dans cette affaire-là, mais c'est vrai qu'il y a une avancée. Là, Philippe l'a très bien souligné sur les droits rechargeables, ça c'est remarquable. C'est très important ça. Très important. Complémentaire santé. La complémentaire santé pour tout le monde. Bon, là, c'est très la sécurité, important. c'est le côté Et sécurité. vous parlez des petites entreprises, mais l'effort il avait été déjà fait par le gouvernement précédent avec le licenciement à l'amiable. Vous savez que 30% des licenciements à peu près, c'est des licenciements à l'amiable. C'est beaucoup. Oui. Et ça monte aussi en force. Donc de ce côté-là aussi, quand même, les petites entreprises, elles ont quand même une souplesse qu'elles n'avaient pas. Le licenciement à l'amiable, pardon, c'est beaucoup une pratique de grandes entreprises. Hein. Oui, mais en fait, là, les petites peuvent le faire. Elles peuvent le faire aussi. Donc je crois que de ce côté-là, c'est quand même, il y a eu un effort considérable. Est-ce que ça va changer l'image de la France à l'étranger? C'est ce que soutient Michel Sapin. Ça l'a déjà changé. Pour être très honnête, comme vous, j'imagine, je lis un peu la presse internationale, moi j'étais un peu surpris de l'enthousiasme. Alors c'est très bon évidemment, hein, parce que si souvent on est critiqué à juste raison et même parfois abusivement, on ne peut que se réjouir de voir que les gens à l'étranger ont observé cet accord avec une grande faveur, peut-être même une faveur un peu excessive à mon avis. Donc oui, je crois que ça change l'image de la France. Par exemple, pour faire simple, le Spiegel, qui est comme vous savez le plus grand magazine européen, donc c'est de la zone euro en tout cas, c'est considérable. Le Spiegel dit ça y est, les Français commencent les réformes de structure. Moi, je serais assez sur la ligne du Spiegel de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on les a commencées. Je m'en remets complètement à ce que disait Bernard à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a toutes les avancées qu'on a décrites à peu près de la même manière l'un et l'autre. Hein. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que c'est principalement centré sur les entreprises en difficulté, qui sont un sujet, mais moi je pense qu'on obtiendra une envie de recruter du point de vue des entreprises qui ont un potentiel de recrutement que quand on ira plus loin dans la flexibilité qui leur est accordée à elles. Et il ne faut pas que ça fasse peur. Parce Alors que... dans quelle mesure, Philippe, plus de flexibilité sur les salaires, les CDD, par exemple, la taxation des CDD, ça ne suffit pas? La taxation des CDD, je pense vraiment pas... Enfin, je ne sais pas pourquoi les syndicats en faisaient quasiment une obsession. Il est vrai qu'il y a eu des abus sur les mini-CDD reproduits à l'infini. Comme vous savez, l'employeur le plus critiquable à cet égard, c'est l'État, qui est un spécialiste, l'État ou ses dépendances, un spécialiste des multi-mini-CDD. Bon, donc c'est 3/4 des embauches, hein, les CDD. Oui, non, mais ça n'a aucune importance. Aucune importance, parce qu'un hein. CDD, aujourd'hui, pour un employeur, le CDD, c'est la période d'essai. Voilà. On ne prend jamais personne en CDI pratiquement, sauf si c'est quelqu'un qui a déjà un emploi et à qui on fait la danse du ventre. On prend quelqu'un en CDD, et puis au bout de 3 mois, 6 mois, à la fin du CDD, normalement, on le consolide en CDI. Donc ça n'est pas grave du tout que les gens soient recrutés principalement en CDD. C'est comme une période d'essai prolongée. Sauf la psychologie de l'employeur... multiplier à l'infini. Alors, des petits CDD multipliés à l'infini qui ne débouchent jamais sur des CDI, c'est abusif, et donc la taxation de ce point de vue-là est à peu près légitime. Moi, je ne suis pas choqué. Mais il ne faudrait pas que ça frappe... Moi, je trouve que ça va un petit peu loin. J'ai cru comprendre, c'est compliqué à comprendre à ce stade, mais j'ai cru comprendre que même les CDD de 3 mois étaient taxés. Moi, je trouve qu'un CDD de 3 mois, c'est pas forcément un CDD abusif. Je ne trouve pas choquant qu'il existe. Non, sur les CDD, d'abord, ça se fait ailleurs. Par exemple, le principe du CDD taxé, c'est un petit peu le principe pollueur-payeur. En gros, vous licenciez, vous êtes plus vous licenciez, plus vous taxez. Ça se fait aux États-Unis, dans certains États, et ça marche très très bien. Ça existe aussi en France, par exemple, pour les accidents du travail. Voilà. Hein, et en échange, là, les entreprises ont eu une diminution des charges sur les CDI, l'embauche des CDI des jeunes. Donc là aussi, c'est un petit rapprochement entre les deux, si vous voulez. Et de ce côté, et de fait, en masse financière, la détaxation sur les CDI embauchés fait plus que compenser que la taxation des CDD. Donc le patronat aussi, là, ils ont dit, bon, d'accord, ok, finalement, et ça rapproche un petit peu les deux contrats. Je suis d'accord avec Philippe, tout à fait, ce qu'il dit. C'est vrai que le CDD, c'est le prélude à une embauche à un CDI. Mais là aussi, il y a un rapprochement, finalement, les deux contrats sont un petit peu moins différents. Ce qui me fait problème à moi, c'est la vraie flex-sécurité, ce qui me fait problème. C'est-à-dire que c'est le modèle danois, le modèle scandinave. Danois. Si vous regardez le modèle danois, il n'y a pas de chômage au Danois. Il y a 6% de chômeurs. Pourquoi? Parce que les Danois consacrent à peu près 3,5% de leur PIB,
à l'indemnisation au chômage ou à la formation, ce qui est colossal. Si vous regardez la France, il manque encore le volet formation. Mais voilà, il manque le volet formation, il manque le volet prise en charge des chômeurs. Vous savez qu'un chômeur sur 2 en France n'est pas indemnisé. Donc là aussi, si on veut vraiment aller vers la flex-sécurité, il va y avoir une diminution du chômage statistique parce que beaucoup d'entreprises vont faire finalement une réduction des masses salariales ou des heures ouvrées. Donc il va y avoir du chômage partiel qui va compenser le gros chômage, si je puis dire. Mais il faut que de notre côté, il faut que la formation et la prise en charge des chômeurs soient un petit peu plus fortes. C'est un peu le volet qui manque, à mon sens. En termes politiques, ça va donner quoi en fait, parce que c'est ce que dit Laurence Parisot, il va falloir que ce soit appliqué. Bon, on a vu, évidemment, le Parti communiste y est opposé, la gauche de la gauche extrêmement critique. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que si ces gens-là n'y étaient pas opposés, ce serait un mauvais accord, y compris politiquement du point de vue de François Hollande. Donc moi, je pense que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense que c'est évidemment une victoire pour François Hollande, non seulement parce que c'est un accord qui va dans un sens qui est prometteur de probablement une meilleure situation de l'emploi, mais aussi parce que ça valide sa méthode, qui était quand même très audacieuse. Confier un sujet aux partenaires sociaux en France, normalement, c'est se condamner à des discussions qui n'en finissent pas, ni au propre ni au figuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion ou presque. Bon, là, sa méthode est validée. Maintenant, le problème, c'est le Parlement. Parce qu'on est toujours dans cette espèce d'entre-deux en France. C'est-à-dire qu'un accord n'est valide qu'à la condition que le législateur le bénisse. Bon. Ça sera voté en urgence. Mais ça sera voté en urgence. En lecture unique. Mais là, il y aura un prix politique à payer pour répondre à la question de Stéphanie. Si c'est voté en urgence, c'est-à-dire qu'en gros, les députés n'ont pas le droit d'amender. Ça sera présenté le 6 et le 13 mars au Conseil des ministres. Non, de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Je pense que le gouvernement est trop content de cet accord. C'est son premier succès, il faut dire la vérité. C'est son premier succès. Donc là, il va pas chercher à le torpiller lui-même en donnant trop de marge de manœuvre aux députés. Donc c'est un gain politique aussi pour le gouvernement. Je pense que là, et à mon avis, c'est la troisième étape. Si vous voulez, la première, ça a été la détaxation qui a donné aux entreprises à peu près une vingtaine de milliards qui leur a permis de souffler sur la masse de salaire. Oui, enfin, après 30 milliards de taxation, il ne faut jamais oublier de le rappeler quand même. Pardon. La deuxième, c'est cet accord. Et la troisième, c'est si la France sort à peu près bien de la situation internationale, je pense que ça va remettre le gouvernement sur les rails. Alors, est-ce que ça va réduire le chômage, enfin créer des emplois? Alors, moi, à mon avis, ce qui réduit le chômage, c'est l'activité. Ça ne va pas gêner. C'est-à-dire qu'en cas de petite reprise, la France ira tout de suite à la création d'emplois. C'était le problème qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y avait un décalage de 6 mois que n'avait pas l'Allemagne dans la création d'emplois. Là, je pense que tout de suite, on va aller à la création d'emplois. Mais ce qui va faire l'emploi, Philippe sera d'accord avec moi, c'est quand même la création de... Philippe, est-ce que ça va favoriser l'emploi, faire baisser le chômage? Ça ne peut aller que dans le bon sens. C'est-à-dire que par rapport à la même évolution sans cet accord, ce sera mieux. Maintenant, est-ce que ce sera une moindre augmentation du chômage ou une plus grande création d'emplois? Personne ne peut le savoir parce que ça dépend effectivement de l'économie générale. Moi, ce que je crois pour conclure sur ce sujet, c'est que c'est une très bonne première étape. On ne pouvait pas imaginer une bien meilleure première étape. Je pense que ça n'est qu'une première étape. C'est-à-dire qu'on l'a dit en filigrane l'un et l'autre, et c'est ce avec quoi on nous avait fait un peu rêver. L'idéal, ce serait la fusion du CDD et du CDI. Avec un CDI qui soit allégé. Mais oui, alors ça, on y a renoncé. Bon, mais en même temps, c'est la France, cette espèce de pragmatisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire nominalement. Sur le plan sémantique, on ne peut pas dire qu'on fusionne les deux. Mais c'est vrai qu'on les rapproche. À mon avis, ça ne sera créateur vraiment d'emplois et d'un changement d'état d'esprit des employeurs que si on va plus loin. Et moi, je verrais bien, si ça marche, et ça risque de marcher assez bien, je verrais très bien, moi, une deuxième négociation qui aille plus loin dans le rapprochement CDD-CDI dans 2 ans, par exemple. Contrat unique, ce serait très bien. Ça ne sera peut-être pas nécessaire, à mon avis. Je crois que vraiment, on a vraiment introduit de la flexibilité, de la souplesse sur le marché du travail, celle qui était réclamée. Je pense qu'il y a la sécurité juridique aussi, qui faisait très peur aux entreprises, là aussi, de ce côté-là. Pour vous, cet accord suffit? Moi, je trouve que c'est bien. Ce qui va manquer, à mon avis, c'est la croissance. Et la croissance, eh bien, elle viendra peut-être de nos partenaires. On voit que les Allemands commencent à s'inquiéter, effectivement. Ils ont 0,5%. Ils vont peut-être relancer la machine. Bon, ils commencent à se dire, tiens, on a tué les autres, mais en tuant les autres, on se tue nous-mêmes. Donc peut-être l'Espagne demande une relance globalisée cette semaine. Alors voilà, et je pense que là, on sera prêt, si vous voulez. Ce genre d'accord va permettre de réagir vite. Et d'avoir les créations d'emplois plus vite qu'on les avait avant. Quelle devrait être la deuxième étape, très vite, Philippe? La deuxième étape, à mon avis, c'est de faire qu'il soit plus facile de licencier ou d'ajuster les rémunérations, y compris pour les entreprises qui ne sont pas des entreprises au point, dont la situation est dégradée, au point qu'il faille un plan de sauvegarde pour l'emploi. Encore une fois, il n'y a pas de cas où un patron dit « Tiens, juste pour m'amuser, je vais virer du monde ». C'est juste la sécurité dans laquelle il est de pouvoir le faire s'il pense qu'il doit le faire, qui l'autorise psychologiquement à recruter. Et donc, ça, les Français ne l'ont pas encore compris. Donc la prochaine étape, c'est d'autoriser même ceux qui n'ont pas d'excuses économiques pour licencier à le faire, en sachant que si on leur dit vous pourrez le faire,
ils recruteront plus et que très probablement ils licencieront pas plus. Donc plus de flexibilité, vous concluez en 30 secondes, Bernard ? Un petit bémol, il ne faudrait pas transformer, on va diminuer les statistiques du chômage, il ne faudrait pas transformer les chômeurs en travailleurs pauvres. Ne pas oublier qu'en Allemagne, il y a 3 millions de personnes qui gagnent moins de 6 euros. Ce sont les limites du modèle allemand. On est loin du compte en France, puisque les salaires ne cessent d'augmenter, comme vous savez, depuis 12 ans, ce qui est à peu près unique en Europe. C'est le danger, pas transformer les chômeurs en travailleurs pauvres. Le débat n'est pas terminé. En tout cas, merci Bernard Maris, merci Philippe Maillard, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau duel de l'écho. Restez avec nous.